21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres adopte certains projets de loi, dont celui destiné au financement du projet de construction de la route Nema-Bangou-Basseknou-Vassala. La CENI dément les rumeurs parlant du report du deuxième tour des élections municipales et législatives et l'Observatoire national pour la surveillance des élections prêt à surveiller ce deuxième tour prévu ce 21 décembre. Le département de la santé organise un atelier de plaidoyer auprès des décideurs et leaders sur l'introduction du vaccin pneumocoque. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 9 juillet 2013 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné à sa contribution au financement du projet du nouvel aéroport international de Nouakchott. Le financement objet du présent projet de loi porte sur 9 millions de dinars koweïtiens, soit 9,56 milliards d'ouguiyas remboursables sur une période de 25 ans, dont 7 ans de différé. Le financement consenti permettra l'acquisition des équipements de navigation du nouvel aéroport. Projet de loi autorisant la ratification du contrat de financement signé le 27 octobre 2013 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la Banque européenne d'investissement destiné au financement du câble terrestre de communication en Mauritanie. Le financement objet du présent projet de loi porte sur 19 200 000 $, soit environ 5 721 millions ouguiyas remboursables sur 15 ans, dont une période de grâce de 5 ans. Le financement permettra d'étendre la surface géographique des réseaux de connexion à haut débit dans notre pays. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 26 novembre 2013 à Abu Dhabi entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement destiné au financement du projet de construction de la route Nema-Bangou-Basseknou-Vassala. La présente convention de crédit porte sur un prêt de 110 190 000 $, soit plus de 8 milliards d'ouguiyas, remboursable sur une période de 20 ans, dont 5 ans de différé. Elle permettra de contribuer au financement des deux lots Nema-Bangou et Bangou-Basseknou. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération économique et technique signé le 12 décembre 2013 à Nouakchott entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République populaire de Chine destiné au projet de coopération économique et commerciale. L'accord objet du présent projet de loi porte sur un montant de 200 millions yuan renminbi destinés à financer des projets de développement qui seront convenus entre les deux pays. Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale de distribution du poisson. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie a présenté une communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant d'extension de la troisième période d'exploration du contrat de partage de production portant sur le bloc 11 du bassin côtier avec la société IPG. Les infrastructures inaugurées par le président de la République, président en exercice de l'OMVS, dans la région de Kayes, au Mali, en compagnie de ses pairs du Mali, du Sénégal et du Premier ministre guinéen, vont jouer un rôle important dans le développement des pays de la région et combler le déficit en électricité, notamment dans les zones situées à proximité du projet. Voici une fiche technique de ces infrastructures avec Boubacar Bailaba.
Le barrage hydroélectrique de Fellou est situé à une quinzaine de kilomètres de Caille, à l'ouest du Mali. Construit par le groupe chinois Sinhydro Corporation, le barrage a une capacité de l'ordre de 60 MW. La centrale, dont les travaux ont duré 4 ans, produira 320 gigawatts par an. L'aménagement de Fellou est composé d'un seuil ou barrage, l'ouvrage de tête ou prise d'eau, le canal d'amener, l'usine, le poste de départ de 225 kW d'évacuation de l'énergie vers le poste de Caille. La Mauritanie profite de cette infrastructure à raison de 30% de sa production, contre 45% pour le Mali et 25% pour le Sénégal. Le projet, dont le coût s'est élevé à 25,7 millions d'euros, a été financé par 4 pays membres de l'OMVS, l'Association internationale pour le développement IDEA et la Banque européenne d'investissement. Autre aménagement hydroélectrique sous-régional, le barrage de Gouina. La pose de la première pierre de cet aménagement a été faite mardi. Le barrage, dont les travaux dureront 42 mois, a une puissance de 140 MW. Il comprend un ouvrage en bois et en ciment, un canal, une centrale d'une capacité de 140 MW, d'une ligne de transport d'électricité de 225 kV et d'une longueur de 45 km. La réalisation de cette centrale est supervisée par la société de gestion et d'exploitation SOGEM. Le coût du projet, financé à 85% par l'Exim Bank de Chine, est estimé à 230 millions de dollars. L'importance des projets Gouina et Fellou est telle qu'ils contribueront à pallier le déficit en énergie, ce qui aura des retombées positives sur le développement socio-économique de la région. Le directeur général de la société de gestion et d'exploitation de Manantali, SOGEM, M. Cheikh Bouda, a ajouté que l'accord relatif au contrat initial portant sur la centrale de Gouina a été signé avec la société chinoise Sinhydro en 2009. Il a ajouté que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a tenu, depuis qu'il a été porté à la présidence tournante de l'OMVS, à réviser cet accord. Il a ajouté que cette révision a été effectivement réalisée, soulignant que la SOGEM, qui a négocié à ce sujet avec la société chinoise, a abaissé le montant du contrat initial de 30 millions de dollars. Ce montant, a-t-il précisé, sera orienté pour l'électrification rurale en Mauritanie, au Mali et au Sénégal. En définitive, les barrages hydroélectriques de Fellou et de Gouina vont permettre aux 4 pays concernés d'améliorer leur capacité de production d'électricité. Et ils représentent un début effectif de l'intégration et de la complémentarité sous-régionale. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Yahya Bakar, a visité aujourd'hui à Tarhil, dans la Muqata'a d'Arafat, la nouvelle maison des jeunes de ce quartier et des infrastructures annexes. Cet édifice, qui sera inauguré dans les semaines à venir, est construit suivant des normes de modernité et va permettre à la jeunesse de pratiquer le sport. Cheikh Nasher Saabou. Cette visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire à la Maison des Jeunes de Tarhil, en phase de finition, témoigne de la place de choix qu'occupe la jeunesse en général et ceux des quartiers précaires en particulier dans la politique du gouvernement. Cette infrastructure, qui comporte une grande salle de spectacle avec l'acoustique nécessaire, comporte également des infrastructures sportives, dont un terrain de basket avec une salle de gymnastique, des jeux traditionnels. Bref, tout est là pour permettre à la jeunesse de ce quartier de s'épanouir. Les populations d'Arafat vont trouver dans les jours qui viennent, Inch'Allah, un espace pour les jeunes pour pouvoir se divertir et pour pouvoir développer des activités culturelles et sportives. Cela dénote d'une priorité que le président de la République a fixée dans ces quartiers qui, il y a quelques années, étaient oubliés, que les gens voulaient cacher, que personne ne voulait voir. Donc aujourd'hui, ces quartiers bénéficient des mêmes niveaux d'investissement que dans les plus beaux quartiers de la ville et même de notre pays. Cela dénote d'une priorité accordée par le président de la République aux couches les plus défavorisées, que l'essentiel des ressources de l'État vont être consacrées pour les populations les plus
défavorisés et dans les quartiers les plus défavorisés pour les mettre à niveau, pour qu'ils fassent bon vivre, pour que toutes les populations, où qu'elles se trouvent, dans tous les quartiers de toutes nos villes, bénéficient de la même assistance de l'État. L'État est là pour tout le monde. L'État est garant de l'intérêt général. C'est pour ça, à Tabarzena comme à Aravat, comme à Tarhil, nous allons réaliser les mêmes niveaux d'équipement collectif pour que toutes les couches de la population s'épanouissent. Ce joyau, qui a coûté au budget de l'État environ 140 millions d'ouguiyas, est un espace qui va contribuer sans nul doute à l'épanouissement de la jeunesse de cette cité. Restons toujours dans le domaine de l'habitat où le ministre a supervisé le coup d'envoi de l'opération de restructuration des quartiers de la Muqata'a de Djigani à l'aide des drones. Plus de précisions avec Cherzen Lessam. Au cours de sa récente visite à Kaïdi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayahia Bokar, a supervisé une cérémonie de lancement des travaux de restructuration des quartiers de la ville. Une opération effectuée grâce à des prises de vue aériennes qui constituent la plus récente des technologies utilisées dans le domaine. Le ministre qui s'adressait aux populations a précisé qu'il était venu leur exprimer l'intérêt que porte le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, aux citoyens, où qu'ils se trouvent, particulièrement les moins nantis d'entre eux. Le ministre a par ailleurs expliqué les objectifs de la restructuration des quartiers et la technologie de pointe mise à profit pour effectuer des tracés d'une rare précision. Les habitants de Djigani se sont félicités des efforts consentis par l'État en faveur des villes de l'intérieur du pays. Cette restructuration, ont-ils ajouté, constitue une vieille doléance pour les habitants de cette ville. Aujourd'hui, nous pouvons aspirer à davantage d'infrastructures et services qui contribueront à l'amélioration de nos conditions de vie. À Djigani, la délégation ministérielle a procédé à l'identification du tracé des voies bitumées de 6 km qui relieront entre eux les différents quartiers de la ville, tout comme elle a identifié la zone d'extension de la ville de Djigani. Le porte-parole officiel de l'Observatoire national pour la surveillance des élections ONSEL, Dr Mohamed El-Boualeb, a souligné ce jeudi que son institution est prête à surveiller le deuxième tour des élections législatives et municipales qui démarreront samedi prochain. Je vous propose de l'écouter. L'ONSEL a déjà dépêché des missions d'observation dans toutes les Muqata'a du pays où doit se dérouler ce second tour et à Nouakchott. Toutes ces missions d'observation seront opérationnelles sur leur terrain dès demain matin, vendredi, afin de procéder à l'observation de l'opération de vote des forces armées et de sécurité. Par ailleurs, plusieurs missions d'observation internationales sont déjà arrivées à Nouakchott dans ce même objectif. L'ONSEL offre tout l'appui nécessaire à ses confrères observateurs africains et arabes qui ont bien voulu assurer cette mission d'observation. Le siège de l'École nationale de la santé a abrité aujourd'hui les travaux de l'atelier de plaidoyer auprès des décideurs et leaders sur l'introduction du vaccin pneumocoque PCV 13 pour les enfants du programme national de vaccination relevant du ministère de la Santé. L'atelier s'inscrit dans le cadre d'une série de séminaires organisés par le ministère pour sensibiliser et mobiliser les décideurs dans les départements publics et les ONG sur l'introduction du vaccin pneumocoque. Compte rendu de Rabia Deta. Protégeons nos enfants contre les maladies respiratoires mortelles, c'est le thème de cet atelier. Les infections respiratoires aiguës, dont la pneumonie constitue la première cause de mortalité infantile dans le pays. L'introduction du vaccin contre la pneumonie, en plus de certaines formes de la méningite et des otites, à savoir le PCV 13, dans le programme élargi de vaccination qui maintenant protège les enfants de 8 maladies au lieu de 7. Ce vaccin est destiné aux enfants de 6 semaines à 14 semaines. Il est administré en 3 doses. La première dose est effectuée à l'âge de 6 semaines, la seconde à l'âge de 10 semaines et la troisième dose à l'âge de 14 semaines. Le vaccin est disponible gratuitement dans tous les centres de vaccination du pays.
Le conseiller technique et secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, M. El Mhadi Oulidiaidbi, lors de son discours pour la circonstance, a souligné l'importance de l'introduction de ce nouveau vaccin et qu'il s'agit d'offrir à chaque enfant mauritanien une protection adéquate contre les maladies évitables par la vaccination. À son tour, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Jean-Pierre Baptiste, a rappelé qu'introduire un nouveau vaccin, c'est sauver des vies. Il est heureux de constater que depuis son introduction, ce vaccin s'est inséré dans l'activité du PEV de routine, presque automatiquement, ce qui confirme la justesse de cette politique et prouve l'efficacité des structures chargées de la mise en œuvre de cette introduction. Il est vrai que tout a été fait pour la réussite de cette introduction. Les vaccins ont été réceptionnés et acheminés au niveau des différentes régions à temps. Les outils de gestion ont été révisés et adaptés. Les fiches d'enregistrement, la carte de vaccination, le formulaire de rapport, les bases d'analyse. Les fonds nécessaires à la mise en œuvre de ces activités ont été disponibilisés à temps, à tous les niveaux et au bon moment. Les formations de recyclage des agents vaccinateurs sur la gestion des activités vaccinales et des techniques de vaccination, y compris le vaccin antipneumococcique, ont été organisées. Sans oublier les activités de communication de masse, de proximité, pour obtenir l'engagement de tous à protéger les enfants, nos enfants, contre ces maladies qui, maltraitées, sont mortelles. Rappelons que le lancement de l'introduction de ce nouveau vaccin s'est fait le 12 novembre 2013. Le programme de vaccination élargi affiche une amélioration constante de la couverture qui est passée de 64% en 2010 à plus de 80% à nos jours. Nous restons toujours dans le domaine sanitaire pour parler du lancement aujourd'hui à Nouakchott des travaux des premières journées médicales et paramédicales organisées par la commission scientifique du Centre hospitalier national. L'atelier vise à améliorer les compétences des médecins et paramédecins au niveau des unités opérant dans le domaine de la prise en charge des patients. Mohamed Abdoulaye Ab. Améliorer les services médicaux dans nos établissements hospitaliers et rapprocher ces services des usagers sur l'ensemble du territoire. Ce sont des objectifs visés par cette rencontre d'experts. C'est le Centre hospitalier national qui organise ces premières journées médicales et paramédicales. Présidant les travaux de ce séminaire, le secrétaire général du ministère de la Santé par intérim, Hadi Oulidiaidbi, a rappelé l'intérêt particulier qu'accordent les autorités publiques au secteur sanitaire. Il a expliqué l'importance des thématiques du séminaire sans oublier de remercier l'appui qu'offrent régulièrement les partenaires étrangers du pays. De son côté, le directeur général du Centre hospitalier national, professeur Abdallah Ould Sidi Ali, a affirmé la continuité des efforts officiels pour promouvoir la qualité de la couverture médicale, de la santé préventive, de l'hygiène et de la formation continue. Selon lui, ces premières journées médicales et paramédicales vont contribuer considérablement à l'amélioration des services médicaux offerts aux patients. Elles doivent également trouver des alternatives pratiques au transfert à l'étranger de certains malades. En fait, les établissements hospitaliers connaissent beaucoup de challenges. Les interventions des participants ont essayé de les analyser en proposant certaines issues. Nous savons que l'hôpital, c'est une grande institution qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de difficultés quelquefois. Et ces difficultés ont besoin d'être revues régulièrement pour voir ce qu'on peut améliorer. Revues d'abord entre les médecins et l'administration de l'hôpital, mais également avec des experts internationaux qui ont une autre vision, une autre expérience. D'ailleurs, les experts nationaux et internationaux participant à ce séminaire vont discuter pendant 2 jours la situation des hôpitaux mauritaniens du point de vue administratif et médical. Les rideaux sont tombés aujourd'hui sur la session de formation organisée par le département des affaires islamiques en partenariat avec l'Union des imams de Mauritanie au profit d'un certain nombre d'imams de la wilaya de Nouakchott. La cérémonie de clôture a été supervisée par le secrétaire général du département par intérim, Abdelrahman Hamad. Après 2 jours de conférences et de débats entre les participants,
la formation organisée par le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel en partenariat avec l'association des imams de Mauritanie au profit des imams de la wilaya de Nouakchott a pris fin aujourd'hui. Les imams qui ont pris part à cette formation ont mis en exergue l'importance des thèmes évoqués et le niveau de discussion entre les participants. Dans un mot pour l'occasion, le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sidi Mohamed Saleh, a précisé que l'objectif de cette formation est de relever le niveau des imams pour leur permettre de mieux mener leur mission d'orientation générale des musulmans en développant davantage leurs connaissances religieuses. Prenant à son tour la parole, le président de l'Union générale des imams de Mauritanie, M. Mohamed Amin Ould Mouhoud, a loué le rôle des pouvoirs publics dans l'appui des imams et dans l'unification de leurs rangs, soulignant que la présente session de formation renforcera le savoir des bénéficiaires. Il est à noter que cette formation, la deuxième du genre en Nouakchott, s'inscrit dans le cadre des efforts du département des affaires islamiques et de l'enseignement originel visant à relever le niveau des imams pour leur permettre de s'acquitter convenablement de leur mission. L'Union des forces des partis démocratiques ont organisé aujourd'hui à Nouakchott une conférence de presse au cours de laquelle les dirigeants de ces formations politiques ont appelé la nécessité d'organiser de nouvelles élections législatives et municipales, car selon eux, les dernières échéances électorales n'expriment pas la volonté des citoyens. Ces formations politiques ont, dans une déclaration commune, appelé à l'organisation de nouvelles élections transparentes et crédibles qui respectent le choix de l'électeur. L'organisation des cadres d'appui à la décentralisation a lancé aujourd'hui ses activités sur la politique de la décentralisation et le développement des collectivités locales dans notre pays. Cette organisation veut incarner le concept de la démocratie locale et le renforcement des capacités des collectivités locales dans le domaine de la décentralisation. Compte rendu, Aminata Khan. Créer la culture démocratique et améliorer la gestion de l'État en vue d'une bonne gouvernance, voici le credo de l'association cadre d'appui à la décentralisation qui regroupe des étudiants de l'Institut supérieur de comptabilité, d'administration des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. La rencontre d'aujourd'hui s'est déroulée en présence des étudiants sortant de l'université ainsi qu'un parterre de cadres et d'administrateurs. L'association des cadres d'appui à la décentralisation ACAD, qui est une organisation non gouvernementale, vise entre autres à former et intégrer les jeunes diplômés dans le domaine du développement local et de la décentralisation, ancrer la valeur de la démocratie locale, renforcer les capacités des collectivités territoriales, assurer une formation continue aux acteurs de la décentralisation, favoriser les échanges d'informations et d'expériences. L'association cadre d'appui à la décentralisation se veut comme un outil de formation pour ensuite renforcer les capacités des administrateurs afin que ces derniers contribuent au développement durable et efficace du pays. Et pour terminer ce journal, cette page de sport, le sélectionneur national Patrice Neveu a rendu publique une liste de 24 joueurs retenus pour participer à la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu du 11 janvier au 1er février 2014 en Afrique du Sud. Plus de précisions avec Bakar Bailaba. Ces 24 joueurs retenus iront défendre les couleurs nationales en Afrique du Sud. La liste a été dévoilée ce matin par le sélectionneur national Patrice Neveu au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération de football de Mauritanie. Patrice Neveu a retenu 3 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain, 7 attaquants. Grosse surprise, l'attaquant d'IFC Nouadhibou Almami Traoré n'a pas été retenu. Le technicien français a préféré l'attaquant de l'AS Lixar Abdelaziz Sao. A noter qu'Ismaël Diakité, qui évolue en championnat tunisien, figure sur cette liste. Et voici l'explication donnée par Patrice Neveu sur le cas d'Ismaël Diakité. Ma fédération a fait appel logiquement à la FIFA et l'organe qui était à même de juger, comment dirais-je,
Le cas d'Ismaël, c'est le TAS. On est un peu pris par le temps, mais les échos que j'ai pu avoir par mon président et par l'avocate qui gère le dossier, le cas d'Ismaël a été étudié par les juges du TAS et ils vont donner une réponse fin de semaine ou début de l'autre. Interrogé sur la stratégie à adopter sur le CHAN 2014, le sélectionneur national est un peu plus clair. De faire des matchs, je dirais, de qualité correcte et d'éviter, je dirais, de passer au travers d'un match. On sait qu'on a de grosses équipes à rencontrer et qu'il faut aussi qu'on les prenne avec beaucoup de sérieux, en mettant un système de jeu, je dirais, propice à tenter de faire un résultat et tenter aussi, en tout cas s'efforcer de les faire douter. Après, bien évidemment, on est des compétiteurs et que c'est au fil des matchs qu'on va pouvoir voir si sur un match on peut aller chercher quelques points pour essayer, bien sûr, de tenter, je dirais, de passer un tour. Mais le premier objectif, c'est déjà de donner, je dirais, de finaliser ce qui avait été fait avec la qualification. Cependant, il a déploré le manque de volonté de certains joueurs qui auraient dû avoir leur place dans cette liste. Je dirais que certains joueurs, et ça j'y tiens, n'ont pas su profiter de leur qualité pour arracher une place. Ils se sont trop inscrits dans une petite lassitude et un petit peu dans un rythme de championnat. L'avantage de certains, enfin de ceux qui ont bossé avec moi, c'est qu'ils savent très bien que certes il y a des qualités techniques et autres, mais il y a aussi des qualités mentales qui sont importantes. Et il y a quelques joueurs de qualité que j'avais avec moi dans l'équipe, dans les 28, qui n'ont pas su forcer pour arracher, je dirais, cette sélection. L'enthousiasme qui entoure les Mourabitoun locaux depuis leur qualification pour cette compétition doit être poursuivi. Et c'est le sentiment exprimé par le vice-président de la Fédération de football de Mauritanie. Je disais qu'on était aujourd'hui ici pour la liste finale des joueurs de l'équipe nationale qui vont représenter la Mauritanie dans la CHAN, dans la Coupe d'Afrique des locaux en Afrique du Sud. Ce qu'on demande aujourd'hui à la presse nationale et à la presse sportive en particulier, c'est d'accompagner positivement l'équipe nationale. Et on demande aussi aux Mauritaniens d'accompagner et de comprendre, d'accompagner, si vous voulez, l'équipe nationale positivement, quel que soit par ailleurs le résultat qui peut arriver. On considère aujourd'hui que la Mauritanie a un football et on considère qu'on fera l'apprentissage des hautes compétitions, des compétitions majeures. Et pour cela, nous avons besoin d'une mobilisation générale. Nous avons besoin de tous les Mauritaniens derrière l'équipe nationale, derrière la fédération. Et je ne vais pas finir pour remercier les pouvoirs publics pour le soutien et l'appui et l'accompagnement qu'ils ont apporté ces dernières années pour promouvoir l'image de la Mauritanie sur le plan footballistique. Les 24 joueurs et Ismaël Diakité retenus définitivement effectueront à partir du 24 décembre un stage au Rwanda, au cours duquel les Mourabitoun affronteront la sélection rwandaise et celle de l'Ouganda. Ensuite, les Mourabitoun se rendront le 3 janvier au pays des Bafana Bafana. L'équipe nationale disputera son premier match officiel le 14 janvier contre la République démocratique du Congo. La seconde rencontre de la Mauritanie sera jouée le 18 janvier contre le Burundi et le troisième match de poule aura lieu le 22 janvier face au Gabon. La fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets de loi, dont celui destiné au financement du projet de construction de la route Nema-Bangou-Bassignou-Vassal. Le département de la santé organise un atelier de plaidoyer auprès des décideurs et leaders sur l'introduction du vaccin pneumocoque PCV13. Et la CENI dément les rumeurs parlant du report du deuxième tour des élections municipales et législatives, et l'Observatoire national pour la surveillance des élections est prêt à surveiller ce deuxième tour prévu ce 21 décembre. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.